Bonjour à tous et Bonjour. à toutes, je suis à nouveau ravie de vous retrouver aujourd'hui où nous allons explorer une culture que personnellement je connais moins, mis à part des noms comme Thor, le Valhalla, parce que voilà, j'ai vu des films sur ces sujets-là, qui est la culture nordique. Et ce qui va être intéressant, c'est justement dans cette culture nordique, quelles sont les divinités auxquelles ils adhèrent, comment ils abordent la spiritualité dans cette culture et dans ce coin du monde. Et nous allons, pour parler de tout ça, mon invitée Juliette Nicolas. Bonjour Juliette et bienvenue dans mon Bonjour. émission. Bonjour Patricia et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup de m'avoir reçue, je suis très contente. Bah, avec plaisir, Juliette, tu es une spécialiste de littérature et de traditions, des traditions européennes, y compris les légendes médiévales, et tu es allée pour ton master étudier plus particulièrement les cultures nordiques. Et tu as écrit un super livre dont j'affiche la couverture qui s'appelle Freya. Et nous allons découvrir tout au long de cette émission qui est Freya, hein. Donc, très, très joli livre. Alors, ça va être ma première question, Juliette, pour commencer. Question, quand on connaît pas trop, qui est Freya? Ah, oh, alors là, alors lisez le livre parce que c'est long, mais pour résumer, c'est la déesse la plus mentionnée dans tous les textes sourcés historiques nordiques. Donc les textes historiques, c'est les sagas norroises et islandaises, donc principalement écrits par Snorri Sturluson. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre imaginaire, on l'associe souvent aussi à la femme d'Odin, alors que c'est pas la femme d'Odin. D'accord, Et d'accord. voilà. Tu avais aussi cette idée-là que c'était son épouse ou Oui, vaguement, encore une fois, hein, ce sont pas des sujets que j'ai beaucoup explorés, mais voilà, Odin, Thor, le Valhalla. Et Freya, en fait, je l'ai beaucoup plus découverte au travers de ton livre, hein, c'est sûr. ouais. Du coup, voilà, c'est la déesse la plus connue du Panthéon. Et avec la christianisation, les clercs l'ont beaucoup associée à la déesse de la sexualité et de l'amour. Alors que quand on étudie plus en profondeur la figure, on voit que c'est la déesse du féminin, mais avec tout ce que ça inclut. Le désir, l'amour, la création sous toutes ses formes, le conflit, la guerre et la mort. Donc il y a vraiment ce cycle perpétuel que nous, femmes, connaissons tous les mois, ce côté vie et mort, qui est transcrit de manière plus subtile dans les croyances scandinaves, et donc par Freya. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé ça passionnant. C'est vraiment, on l'a réduit en fait à une Aphrodite, alors qu'elle était beaucoup plus importante qu'une simple déesse de l'amour. Mmh. Alors, avant de rentrer un peu plus justement dans ce que Freya peut nous apporter dans notre monde moderne, euh, quelles sont les idées en termes de spiritualité qui guident cette culture nordique? Tu peux nous en dire quelques mots sur ce sujet-là? Oui, alors de manière vraiment générale, ce qui va guider les croyances nordiques, il faut vraiment remettre dans le contexte historique. On est au Moyen Âge, dans le Grand Nord, il fait très froid, les cultures ne poussent pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va prier? Le soleil, la fertilité, la fécondité. Et on retrouve énormément de croyances, de rituels ou de prières par rapport justement à cette idée, cette conception en fait de fécondité, de fertilité qui va passer par le soleil. Et justement, Freya et son jumeau Freyr sont tous les deux des divinités associées à la fécondité et la fertilité. Ça, c'est très important. Georges Dumézil avait théorisé chez les divinités 3 fonctions, dont une qui était spéciale, la troisième, dédiée à la fertilité-fécondité. Et on retrouve effectivement dans cette tradition nordique cette fameuse théorie de
dieux et déesses de fécondité, fertilité pour essayer d'attirer en fait à soi les bonnes récoltes et les bonnes moissons pour aussi survivre à l'hiver tout simplement. Donc c'est très pragmatique, mais quand on met dans le contexte, on a toujours besoin d'un peu de fertilité, fécondité pour survivre. Voilà. Oui, ça se comprend tout à fait, hein. Et d'ailleurs, tu parles aussi à un moment, tu abordes un peu le chamanisme nordique. Donc, comment en fait ce monde, cette culture en termes de spiritualité a évolué du chamanisme nordique à justement toutes ces divinités en fait. À quel moment tout ça, ça se passe et qu'est-ce qui enclenche le passage de l'un vers l'autre? Je pense que là, on peut vraiment parler d'échanges entre les civilisations, sachant que le chamanisme, c'est une des premières pratiques spirituelles et religieuses, même pas partir dans des débats, mais la plus spirituelle du monde. On retrouve les premières traces dès la préhistoire. Là, à l'heure actuelle, le chamanisme est encore, à mon sens, dédié aux cultures ancestrales, donc par rapport aux Amérindiens, aux Inuits, et là, pour revenir au nord, chez les Samis. Donc, sachant qu'on va vraiment distinguer le peuple scandinave et les Samis. Donc même encore maintenant, c'est deux peuples vraiment différents. Sachant qu'ils étaient géographiquement sur le même territoire, il y a eu des échanges. Donc autant il y avait des échanges commerciaux et monétaires, mais forcément, qui dit être humain entre eux, dit échange spirituel, échange de paroles, échange de légendes, et échange de plus subtil. Et ce qui est intéressant du coup, quand on étudie les croyances nordiques, c'est qu'il y a ce côté polythéisme romain qui est remonté chez les Germains, qui remonte ensuite chez les Scandinaves, et au-dessus, justement, les croyances autochtones des Samis qui vont descendre aussi chez les Scandinaves. Donc on a ce mélange très subtil qui arrive, et en même temps les textes qu'on a sourcés comme l'Edda en prose ou l'Edda poétique sont des textes écrits par des chrétiens. Donc en plus, on a la vision chrétienne qui se mélange à tous cet héritage. Moi, je trouve ça passionnant, hein. Ce mélange de culture est incroyable. Et Oui, oui, forcément, oui, avec c'est la sûr que on essaie oui, de creuser le plus possible. Sinon, ce qui va vraiment se rapprocher entre le polythéisme nordique et le chamanisme, on va quand même être dans cette croyance dans l'invisible, dans des forces subtiles qu'on peut échanger ou pas parfois. Et certains esprits ne veulent pas échanger, en tout cas positivement, avec les habitants du milieu, comme dit dans la tradition chamanique, monde du haut, monde du milieu et monde du bas. Et les esprits du monde du milieu sont souvent les plus conflictuels. Et, euh, et oui, il y a vraiment ce côté un petit peu bataille. Déjà dans le chamanisme, les habits des chamans, on les appelle des armures, ce n'est pas pour rien. Et c'est vrai que les croyances nordiques, en mettant en psy dans ce contexte très dur de vie, euh, vont forcément, comment je peux m'exprimer, accentuer en fait les, euh, les charmes vers la protection, vers l'abondance, vers la fertilité, la prospérité. Donc il y a vraiment ce côté très double de on va vers le soleil qu'on cherche tant et on va essayer de combattre l'obscurité. Mmh. Il y a cette idée aussi que tu amènes, c'est-à-dire il y a un rapport entre la demande qui est faite à ces divinités et le sacrifice, et la notion de sacrifice. Bah justement, quel est ce rapport? Pourquoi c'est important de faire un sacrifice? Est-ce qu'on peut pas, on pourrait considérer que c'est une offrande? Tu vois, comment ça s'articule cette relation entre demande, sacrifice, offrande? Alors ça, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce qui s'articule? Là, on sort du chamanisme, hein, pour le coup. Oui, Hem, oui. donc le sacrifice chez les anciens scandinaves, on l'appelait le blot, qui a donné, blood en anglais, le sang.
Donc il y avait en fait lors des grands passages de l'année, comme l'hiver, dès qu'on sortait de l'hiver, on faisait des sacrifices aux esprits, dont un sacrifice aux désirs, qui sont des divinités mineures justement pour la prospérité et l'abondance. Généralement, ça se passait dans des fermes. C'était très rural, très rustique. C'était les femmes de maison, les maîtresses de maison, donc dans les fermes principalement, qui exécutaient les sacrifices. Historiquement, on a quelques sources, mais pas énormément, parce que il n'y avait que les natifs qui avaient le droit d'assister à la cérémonie. Et du coup, on a très peu d'écrits, sachant que les écrits étaient faits par les clercs, qui étaient autorisés à y aller. Mais on sait que des animaux étaient sacrifiés, notamment des chevaux, parce qu'il y avait cette idée que le cheval allait courir sur les plaines de l'au-delà et amener en fait dynamisme et abondance aux, aux, aux exécutants du sacrifice. Donc voilà, il y avait vraiment cet échange de sang, donc de matière, de fluide, donc ce côté vraiment vital euh, pour se connecter en fait à du plus haut. Oui, ce qu'on n'a pas en chamanisme, parce qu'en chamanisme, on est plutôt sur des offrandes pour toujours avoir cette harmonie, cette réciprocité. Mais là, il y avait cette idée, hein, si je comprends bien, du sang, que c'est le sang qui porte une information C'est par rapport à la demande. C'est ça que je un comprends don, dans ce... enfin, oui. Le sang, faire don de soi en fait, c'était un don. Un petit peu, Mm. maintenant à nos yeux ça semble extrême, mais à l'époque c'était la Mm. tradition. Alors, tu parles Mais du effectivement coup, du non visible, de l'énergie. Comment la tradition nordique aborde les énergies du corps, de la matière dans leur cadre de pensée? je pense que là c'est assez commun, si je peux dire ça, à toutes les traditions polythéistes. Hem, L'homme fait partie d'un grand tout, d'un grand univers. Il est à la fois matière, mais aussi, fait de non-matière, de subtil, de pensée, d'énergie, de connexion avec, les ancêtres principalement et les esprits. Sachant que les dieux étaient placés quand même un petit peu au-dessus, justement avec les traditions, germaniques. Et ouais, je pense que c'est assez simple de résumer comme ça, mais c'est ça, l'homme, si on peut le résumer, est cette petite, est ce petit canal sur terre. Donc voilà, on va le prendre comme un T. Il y a la terre, il y a l'homme qui se dresse comme un canal, qui peut autant recevoir du bas, donc sachant qu'en plus dans la tradition nordique, on a 9 mondes, beaucoup de mondes sont en bas, et se connecter justement avec sa tête et ses bras, comme une certaine rune Algise, vers le ciel. Donc voilà, vraiment ce côté harmonie avec tout ce qui pouvait les entourer, quoi. Mmh. Et tu parles des 9 mondes. Alors, quels sont ces 9 mondes en fait? Alors si vraiment je reste attachée à Freya, elle Oui. vient, du coup du monde Vanaheim. Donc c'est le monde des Vannes, donc c'est une classe de divinités dont fait partie Freya, son père et son frère jumeau. Donc voilà, les Vannes sont vraiment des divinités, de fertilité et fécondité. Et justement, tu parlais du Valhalla en début. On a cette idée que Odin va récupérer les morts après les batailles. C'est vrai, mais pas que. Il se partage les morts avec Freya. C'est vraiment 50-50, quoi. En tout cas, les morts tombés au combat. Sinon, il y a beaucoup d'autres divinités qui vont récupérer les morts selon s'ils étaient morts noyés ou de maladie, quoi. Mais voilà. Donc ça, le monde de Freya, donc euh, le- mince, c'est quoi le mot? Donc pour Odin, on a le Valhalla et pour Freya, on a le Folkvanger. Donc vraiment ce monde dédié pour les guerriers morts. Oui, c'est ça, parce qu'il y a, enfin, donc si j'ai bien compris, il y a cette idée qu'effectivement, si tu n'es pas mort de manière courageuse et en bravoure, tu n'atteins pas le Valhalla. Tu te retrouves, je ne sais pas où d'ailleurs, mais le Valhalla, c'est vraiment
les hommes courageux. Et qu'en est-il des femmes? Ça accueillait tant qu'on se combattait, hommes ou femmes, là, c'était principalement des hommes qui allaient se battre et on a quand même quelques petites traces, on suppose, de femmes qui ont été au front aussi. Donc certaines femmes ont peut-être été au Fallujah ou au Valhalla. Alors, quand on aborde les, comment dire, les divinités, et tu l'amènes bien dans ton livre, euh, tout par les attributs que portent les divinités, que ça soit les bijoux, que ça soit les manteaux, en fait, ont une symbolique qui dit quelque chose, des caractéristiques spécifiques de la divinité. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces attributs qui décrivent Freya et à quoi ils sont reliés par rapport à ce qu'elle est censée apporter en termes de fécondité, etc. Oui. Alors là, le premier qui me vient en tête, c'est rigolo parce que tu parles de fécondité, mais je vais pas du tout partir là-dessus, hein. C'est pas grave. Très bien. C'est le faucon. C'est le premier qui m'est venu en tête. Donc elle a ce manteau en fait en plume de faucon qui lui permet de voyager entre les différents mondes pour retrouver son mari perdu. Son mari qui est subtilement une autre face d'Odin. Donc là je l'accorde, elle peut être aussi la femme d'Odin. Son mari s'appelle Oder, donc on peut traduire en fureur. Donc la fureur de vivre, la fureur poétique, l'extase, quoi. Très propre à Freya aussi, on va pas se mentir. Et donc voilà, elle revêt ce fameux manteau qui lui permet de vagabonder en fait entre les différents mondes pour trouver son mari perdu. Sinon, on a le collier des Brisingr, donc celui qui va lui donner les fameux attributs de sensualité qu'on peut vraiment rapprocher pour le coup comme la ceinture d'Aphrodite. Aphrodite a aussi une ceinture qui lui permet de décupler ses charmes. Sinon, on va retrouver le sanglier, là pour le coup, le sanglier qui était vraiment l'attribut de fertilité, fécondité absolue chez les Scandinaves et qu'on retrouve aussi chez les Gaulois en tant que même attribut d'abondance, quoi. Donc il y a quand même des liens entre les Celtes et les Nordiques, même si c'était pas la même époque. Mm. Oui, on sent bien qu'il y a comme ça des diffusions d'informations qui passent d'une région à une autre, hein. Et si tu veux, là, en se promenant justement dans cet univers de Freya, qu'est-ce que toi, tu voulais partager en fait? C'est quoi le but de ton livre? Puisque tu nous dis aussi que on peut travailler avec finalement ces caractéristiques, ces attributs dans notre monde moderne. Euh, donc toi, ton idée pour les lecteurs ou les lectrices de ton livre, c'est quelle est ton intention et comment on peut utiliser finalement ces contenus dans notre propre cheminement? Alors du coup, pour répondre à la première question, le but de l'ouvrage, franchement, c'est très simple. Personnellement, j'ai envie d'écrire ce que j'aurais aimé lire, plus jeune en tout cas. Et des livres assez sourcés sur des divinités nordiques, on n'en a pas, ou très très peu. Ou sinon, c'est des écrits universitaires et ça peut démoraliser beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre aussi. Et là, c'était vraiment le but de vulgariser euh, euh, des figures, voilà, de divinités avec des sources littéraires, archéologiques, historiques, mais que ça soit digeste pour tout le monde. Et aussi pour débunker un peu les clichés qu'on peut avoir autant sur les croyances nordiques, qu'on mélange un peu avec les Vikings et les Celtes. C'est vraiment pour essayer de rétablir certaines vérités. Et après, voilà, je dis pas détenir la vérité suprême, mais au moins d'essayer de se rapprocher le plus de ce qui pouvait être à l'époque et des connaissances qu'on a. Ensuite, comment le mettre en pratique? Il y a certaines petites croyances en fait qui sont extrêmement simples et je suis vraiment adepte de la simplicité quand il s'agit de croyances et de spiritualité. Sinon, on va partir très loin et je pense que c'est
à mon sens, amène plus de désordre que d'ordre. Là, ce qui me vient en tête, c'est, par exemple, pour attirer, prospérité chez soi, on tournait autour de sa maison dans le sens du soleil, hein. Toujours cette idée très solaire, hein, chez les Nordiques. Pour attirer justement, voilà, le sens du soleil, en fait, était relié au sens des bons esprits et du coup, on pouvait attirer à soi la chance, l'abondance et je trouve ça super beau et en même temps tout simple, le fait de marcher autour de sa maison avec une bonne intention d'attirer à soi plein de belles choses, quoi, sans forcément écraser les autres, mais voilà, petite chose à mettre en Est-ce que tu as pratique, essayé? oui, j'ai Juliette, essayé est-ce que tu l'as et alors ça produit quoi en essayant? plein de belles choses, vraiment. Plein de belles choses et beaucoup d'apaisement, en fait, en soi. Tu vois, c'est ça, Et se quand tu remettre dans le droit chemin, quoi, autour de sa maison. Mmh. autour de sa maison et quand tu fais ce tour de ta maison, tu te mets dans un état d'esprit particulier, un état intérieur particulier? C'est ça. Moi, dans ces moments-là, alors là, c'est vraiment propre à moi, je me mets vraiment dans ce que j'appelle le dialogue avec moi-même. Donc vraiment cette connexion entre, la Juliette, qui est devant vous et une sorte d'état de conscience un peu modifié, un peu plus subtil, un peu plus invisible. Et il y a vraiment un dialogue qui va s'instaurer. En plus de ça, de l'intention justement de s'attirer de la chance, de bonnes énergies, de la solarité et encore plus, donc l'autre strate, c'est essayer de se relier au soleil et à toutes ces belles énergies rayonnantes, qui peuvent, juste, nous arriver. On voit vraiment l'être humain comme un canal, quoi. Donc autant il y a plein de mauvaises choses qui peuvent passer si on n'est pas, dans un bon état d'esprit, si on n'est pas, protégé, même si je pense qu'on est toujours, protégé d'une certaine manière. Mais voilà, c'est ça, ce canal et essayer de vraiment de se concentrer sur, le plus beau et souvent le plus beau, c'est le plus simple, c'est ce qui est autour de nous et ce qui est autour de nous, c'est souvent le soleil. Mmh. Oui, puis là, dans cette période, on a du soleil là, enfin, ouf, ça fait du bien. Donc on pourrait vraiment imaginer faire le tour de sa maison. Donc faire le tour de sa maison dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ça que tu C'est dis? ça, ouais, Et un nombre de fois donné ou peu non, importe, ou on suit son feeling? non, on n'a pas de nombre donné. Après, si on veut essayer de faire un rapprochement, mais ça, c'est vraiment selon, ce qu'on pense, le nombre 3, 6 et 9 était très connoté chez les anciens Scandinaves. Donc si on a envie de faire 3 tours, 6 ou 9 tours, comme on le sent. Tiens, d'ailleurs, le nombre 3, c'est un nombre qu'on retrouve vraiment un peu partout. Et quelle est Ouais. la signification de ce nombre 3 dans justement les croyances nordiques? Il y en a trop, il y en a trop. Mais c'est vraiment ce côté très, mais très simple en fait hem, des profondeurs telluriques, de notre matière à nous, du soleil. Tu as aussi toutes les strates justement des 9 mondes. Il y a 3 mondes en dessous, 3 mondes au milieu et 3 mondes au-dessus. Heu et toujours cette idée de l'homme, hem, le canal, le dieu. Il y a Mmh. vraiment plein de symboliques en fait qu'on va retrouver dedans, très, très riche. Oui, c'est ce que je comprends. C'est vraiment une culture très, très riche. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ce magnifique livre que j'ai aussi, que tu as aussi entre les mains. Déjà, la couverture, elle est sublime, hein. Ils ont vraiment, donc, chez le Lotus et l'éléphant, ils ont vraiment fait un graphisme magnifique. Et puis, en plus, je peux montrer une photo, ça te gêne Oui, pas? oui, vas-y. Vous voyez, c'est magnifique aussi. C'est Juliette qui l'a fait. J'ai C'est une tout écrit, tout artiste. dessiné. Oui, c'est vraiment, agréable à lire. On a effectivement des représentations imagées, à des moments donnés et
dans un chapitre, tu nous parles de la magie de Freya. Et moi, j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce que toi, tu mets sous la magie féminine, la magie du féminin? Parce qu'ici, on est avec une énergie qui est une divinité qui est essentiellement donc féminine. Donc toi, dans ton expérience et ta considération d'aujourd'hui, au-delà de ce que Freya pourrait nous apporter, qu'est-ce que tu mets sous cette idée de magie féminine? Ah, ça c'est, une très, très belle question justement que je suis en train d'expérimenter à fond en ce moment. Je suis pas encore très vieille, mais justement chaque année apporte son lot d'expérience et je pense que le plus la plus belle magie féminine, c'est simplement d'être dans son corps et là, autant j'avais entendu cette phrase plein de fois dans ma vie, autant là je l'expérimente vraiment. Essayer de développer son intuition, de se faire confiance, de se sentir bien, d'essayer de combattre les préjugés, les complexes qu'on peut avoir et ce que la société nous inculque de faire, les normes. Et tout ça, en fait, voilà, la norme, c'est parfois pour rebondir, parce que Freya est une femme indépendante. Ça veut pas dire qu'elle est solitaire contre tous, non. C'est une femme qui est indépendante. Et ça, tous les textes le montrent, et je trouve ça incroyable de voir justement cette alliance entre indépendance, féminité, déesse de la magie, patronne des accouchements, chef de guerre, incroyable. Cette femme sait tout faire. Et c'est vraiment ce côté redonner un peu de pouvoir en fait, à nous, à notre corps, tout simplement. Et voilà, si je devais vraiment résumer, c'est, descendre dans sa chair, descendre dans son corps, qui est un outil qui est merveilleux et qu'on a trop souvent bafoué. En tout cas, c'est sûr que Freya et tout ce cheminement où on découvre bah, cette divinité, ça peut aussi nous inspirer dans notre propre féminin, alors qu'on soit homme ou femme, hein, puisque Oui, l'idée, c'est effectivement le féminin, la féminité, ça veut pas ça dire peut pour un homme s'ouvre. qui va mettre du rouge à lèvres et des C'est ça. talons hauts, Ah forcément, non, ah hein, rassurez-vous, bon, messieurs. Mais on peut se laisser inspirer par ses idées, ses qualités, ses caractéristiques que Freya et que tu décris et que tu nous emmènes sur ce chemin oui, à la découverte pour regarder comment ça peut nous parler, nous inspirer. bah, En j'espère en tout tout cas, cas merci beaucoup, Juliette. Oui, mais merci, merci beaucoup. on arrive à la fin de notre émission déjà, Juliette. Merci pour ce partage. Alors, c'est sûr, il y a beaucoup plus encore à lire hein, dans ton livre. Euh, Quel message tu voudrais donner à nos amis qui nous verront et nous écouteront maintenant ou plus tard? Tu me prends au dépourvu. J'ai envie de leur souhaiter en tout cas une excellente lecture et une riche, aventure et découverte en fait dans ces landes, à la fois, solaires et glacées. Relier la glace et le soleil. On pensait l'eau et le soleil, on voit ça souvent dans des symboliques de films et tout, ou de livres, mais la glace et le soleil. D'accord. Comment faire pour que le soleil ne fasse pas fondre la glace? Ah, mais je pense que le soleil doit faire fondre la glace. Parce que quand tu regardes la glace, c'est le moment parfait pour, geler l'action, pour observer, pour contempler, pour prendre du recul. Après un moment, faut faire fondre, ce moment de stagnation pour faire rejaillir, toute la sagesse qu'on a pu avoir avec, ce moment de méditation et de suspension du temps. Voilà. Donc non, faut que la glace fonde. Ah, ok. Alors rayonnons le soleil pour faire fondre la glace qui cache la sagesse que chacun et chacune d'entre nous porte. C'est le Oui, message de Juliette, c'est ça, pour terminer cette émission. Je vous remercie tous et toutes pour bah, me suivre sur ma chaîne YouTube Les Voix de l'Harmonie. Je remercie énormément Juliette pour ce partage de tes recherches et de cette simplification en fait dans cette compréhension des croyances nordiques. Hein. C'est vraiment qu'une petite partie de ce que tu partages dans le livre.
Je vous souhaite de passer une belle fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, ce podcast. Et on se dit à la prochaine fois. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Ciao, ciao.